Bonjour, alors aujourd'hui, petit calcul entre amis, on va essayer de parler de la fibration de Hopf, faire des calculs sur la fibration de Hopf par les quaternions. La fibration de Hopf, si vous voulez une magnifique présentation, une magnifique illustration, il faut regarder Dimension, chapitres 7 et 8, qui se trouve sur YouTube, hein, et qui est quelque chose de magnifique. Nous, on était parti de ça avec Jérôme Germoni quand on l'a fait dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, le tome 2. Alors, vous allez me dire, on voit une danse des cercles magnifique sur cette vidéo de dimension, et pourquoi faire des calculs dessus? Est-ce que ça risque pas de casser la magie? Bon, Hubert Reeves, qui nous a quittés récemment, disait que mettre de la science sur la magie, c'est justement rajouter de la magie à la magie. Ça rend les choses encore plus merveilleuses. Et en plus, le calcul qu'on va faire va utiliser ici, on avait décidé dans la NH2G2 justement d'illustrer la fibration de Hopf par les quaternions. Et là, vous allez voir que par les quaternions, le calcul, en tout cas j'espère, va être agréable. Mais il faut quand même introduire les quaternions. Les quaternions, allons-y. Je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Là, c'est un résumé des choses qu'il faut connaître sur les quaternions pour faire un petit peu de calcul et pour le trouver agréable. Alors d'abord, H, c'est une sous-algèbre de M2 de C, donc les matrices de 2 sur C, engendrée par IJK. Alors attention, IJK, c'est pas tout à fait ce que vous pouvez imaginer. D'abord, l'unité de H, c'est la matrice identité, 1, 1, comme ça, 0, 0. Ici, I, en fait, c'est le I, ça c'est le I complexe, et ça c'est le I quaternionique. Je les différencie pas, bon, voilà, on va s'y habituer. I, 0, 0, moins I. J, c'est 0, moins 1, 1, 0, et K, c'est 0, I, 0. On a des petites relations qui seront utiles. I2 égale J2 égale K2, ça fait moins 1. Hein, vous le vérifiez en mettant ça au carré, vous avez l'opposé de ça. IJ égale K, JK égale I, KI égale J. Entre parenthèses, vous avez aussi, quand vous multipliez par I à droite, vous avez moins K égale JI, donc JI égale moins K égale moins IJ. D'accord, voilà. Comme espace vectoriel, H est un espace vectoriel réel, de dimension 4, bah oui, bon, qui est engendré par 1, I, J et K. Voilà. Donc il est isomorphe à R4. Mais il a une norme euclidienne, comme C, si vous voulez, hein, sa norme euclidienne, qui dans C, on avait X plus I, Y, et ben, il avait sa norme qui était exprimée par ZZ bar, en quelque sorte. Et bien là, c'est pareil. Il y a un morphisme bar, d'accord, que vous voyez ici, qui met moins sur I, J et K, et qui laisse fixe l'unité, et qui fait que, quand on fait les calculs, H bar, c'est X2 plus Y2 plus Z2 plus T2, c'est-à-dire la norme de H. Donc on a une norme qui est exprimée dans une algèbre. Ça, c'est intéressant. En plus, on vérifie que c'est une norme multiplicative, mais vraiment multiplicative, pas sous-multiplicative. N de H' égale N de H fois N de H'. Et le produit scalaire associé, ça va être H'. Bah forcément, il faut symétriser, hein, H' bar plus H' bar, puisqu'on symétrise la norme, sur 2. Bien. On remarque que H-1, si H est non nul, ben N de H est différent de 0, et donc H-1 est égal à H bar sur N de H, puisque H bar est égal à N de H. Donc H est un corps, et H étoile multiplie est un groupe. On va avoir un sous-groupe, S3 multiplie, pour la multiplication, un sous-groupe multiplicatif. Bah oui, S3, bah c'est quoi? C'est la sphère, hein, c'est la 3 sphère. Donc c'est une sphère qui, elle, est de dimension 3, mais plongée dans un espace de dimension 4.
c'est l'ensemble des éléments tels que n de h est égal à 1. Et évidemment, comme n est multiplicative, ben ça va bien être un sous-groupe. Alors, je remarque pour finir que h' bar, c'est h' bar, h bar. C'est-à-dire que bar n'est pas tout à fait multiplicatif, c'est un anti-automorphisme. Hein, donc il inverse la multiplication. H a été trouvé par Hamilton, c'est pour ça qu'il porte le nom de H, parce que il donne non seulement une jolie norme en dimension 4, mais aussi en dimension 3. Et I va être un espace de dimension 3 engendré par IJK. C'est ce qu'on appelle les imaginaires quaternioniques. Et comme c'est engendré par IJK, ben vous comprendrez que c'est exactement l'ensemble des petits h de grand H tel que h bar est égal à moins h, par définition de bar. Bien, il est isomorphe à R3, mais R3 euclidien, donc il va avoir sa sphère, mais cette fois-ci sa sphère ça va être S2, c'est S3 inter I. Si je prends U dans S2, donc c'est un imaginaire quaternionique de norme 1, et V dans S2, eh bien U est orthogonal à V, bah, finalement, si et seulement si le produit scalaire est nul, donc si et seulement si UV bar est égal à moins V U bar. Mais V bar, ça fait moins V, U bar, ça fait moins U, donc c'est si et seulement si UV égale moins VU. Donc on a une condition d'orthogonalité dans I qui est assez agréable, c'est d'anticommuter comme ça, UV égale moins VU. Voilà. Et si j'ai U un vecteur unitaire, V un vecteur unitaire orthogonal dans I, les deux donc sont dans I, eh bien j'ai un troisième vecteur, d'accord, UV, le produit des deux, et on va voir que UV, c'est une base orthonormée. Bon, on pourrait même voir que c'est une base orthonormée directe. Bah oui, normée parce que norme de UV c'est égal à 1, donc tout ça, bah oui, par multiplicativité de la norme. Maintenant, pourquoi c'est ortho? Bah, on va voir par exemple que UV est orthogonal à U, bah, U fois UV, bah, ça fait moins U VU, puisque U est orthogonal à V, je peux inverser les deux. Maintenant, ça fait moins UVU. Donc ça veut dire qu'on a bien la condition. Donc U est orthogonal à UV. Entre parenthèses, j'ai pas vérifié que UV était dans I. Ben oui, allons-y, faisons le UV est dans I, parce que quand on va faire bar, ça va faire V bar, U bar. Ça, c'est égal, il y a moins par moins, ça fait plus, ça fait VU. Et ça, comme U est orthogonal à V, ça fait moins UV. Donc, on a bien que UV est dans I, j'avais oublié de le montrer. Voilà, donc on a tout ça. Et entre parenthèses, bah vous voyez avec les relations que IJK est une base orthonormée, et même une base orthonormée directe. On pourra l'utiliser comme une base orthonormée de forme normale. Hein, voilà. Bien. Voilà, maintenant on va attaquer la fibration de Hopf. Avant d'attaquer la fibration de Hopf, il faut attaquer l'action de S3, du groupe S3, sur I, par rotation. Alors, regardons cette action de S3 sur I par rotation. On prend H, un élément de S3. Et U, un élément de I, on va faire agir H sur U. Ben, H.U, c'est simplement l'action par conjugaison HU, H-1. Mais comme H est dans S3, ça fait HU, H bar. Il faut vérifier que c'est bien défini, donc je vais vérifier que ça reste dans I. Bon, c'est bien une action, parce que l'action par conjugaison, on la connaît bien, c'est une action. Mais est-ce que ça respecte I? Ben oui, parce que quand je vais mettre un bar là-dessus, comme bar est un anti-automorphisme, ça va faire H bar, bar, U bar, H bar. Bar, bar, ben ça fait H. U bar, ça fait moins U. Donc on va avoir moins H, U, H bar. Et ça, c'est une caractérisation des imaginaires quaternioniques, le fait d'être moins invariant par bar. Voilà. Donc ça veut dire que HU, H bar est bien dans I. Donc maintenant,
on va regarder de plus près, on va faire des petits calculs hein, sur H. C'est linéaire, donc on peut l'écrire dans une base. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme base? Alors d'abord, H, comme c'est dans S3, il va avoir une partie réelle et une partie imaginaire. Alors imaginaire, quand je dis imaginaire, c'est imaginaire quaternionique. C'est la partie réelle, on va dire cosinus θ, et la partie imaginaire, ça va être de la forme sinus θ u, avec u de norme 1 dans I. Bon, vous vérifiez facilement que tout élément de S3 s'écrit sous cette forme-là pour un certain U. Dans I inter S3, c'est-à-dire S2. Hein, ça c'est S2. Alors, maintenant, on va l'écrire dans une base. C'est-à-dire que ce U-là, comme il est dans I, on va le prolonger en une base orthonormée. D'accord? Complète. Donc, une base orthonormée, on a vu que c'était UV, UV, qui va être une base orthonormée de I. Regardons l'action ici de H sur cette base. D'abord sur U, ça évidemment, lui commute avec tout le monde, c'est les réels. Ça c'est U, donc ça commute avec U, et donc ça c'est égal à U. Donc U est fixé par H. Maintenant V. Alors là il y a un petit calcul. Quand vous allez faire cosinus θ plus sinus θ U fois V fois cosinus θ, alors normalement c'était plus sinus θ U moins 1, mais comme c'est le bar, je mets cosinus θ moins sinus θ U, eh bien on va avoir quoi quand on va développer tout ça? On va avoir du V, on va avoir du UV, du VU et du UVU. Alors VU, comme on a une base orthonormée, VU c'est égal à moins UV, et UVU, UVU, je fais le calcul à part, ça fait moins U2V, parce que U et V sont orthonormés dans I, et donc, et U2, c'est U c'est U bar fois moins 1, donc ici j'ai U bar, et comme U est de norme 1, ça fait 1, donc il reste que V. D'accord? Donc ça veut dire que je vais pouvoir tout écrire uniquement selon V et UV. Et quel est le terme en V? On va avoir cosinus carré θ, et ici, on va avoir moins sinus carré θ, d'après ce qu'on a dit. Voilà. Et le terme en UV, c'est facile à voir, comme UV est égal à moins VU, que c'est sinus θ cosinus θ, plus sinus θ cosinus θ, donc 2 sinus θ cosinus θ. De la même manière, on va avoir une formule analogue pour l'action de H sur UV, comme ceci, ce qui va faire que la matrice de l'action de H sur I dans la base UV, UV, cette action qui est linéaire, ce qui nous permet d'avoir des matrices, eh bien c'est 1, 0, 0, 0. Cosinus de θ, oui, ça c'est cosinus de θ, sinus de θ, et 0, moins sinus de θ, cosinus de θ. Ici, on reconnaît une matrice de rotation d'angle de θ. Ce qui va faire que, finalement, comme j'ai pris H quelconque, l'action de S3 va se faire par rotation. Mais non seulement on a une action par rotation, mais toutes les rotations sont concernées. C'est-à-dire, je pars d'une rotation, je peux trouver un H, d'accord? Puisque si je pars d'une rotation, eh bien, dans une certaine base orthonormée, ça va être écrit comme ça, une base orthonormée de I, et j'ai qu'à prendre, il va y avoir un angle θ', je vais prendre θ' sur 2, et je vais faire H égale cosinus, pour ce θ égale θ' sur 2, cosinus θ plus sinus θ U, où U est le premier vecteur de la base, le vecteur qui est fixé, et je vais avoir un H qui va assurer cette rotation. Donc j'ai une action non seulement de S3 sur I, c'est une action par rotation, mais avec une surjectivité, c'est-à-dire qu'on a une surjection S3 vers SO3. Donc ça, c'est assez énorme. Bon, alors entre parenthèses, pour la petite histoire, on n'ira pas dans ce sens-là parce qu'on va aller vers la fibration de Hopf, mais pour la petite histoire, S3, c'est le groupe SU2. Donc on a SU2 qui se surjecte sur SO3. Ça, c'est un truc magnifique, quoi. Hein. C'est le principe de l'assiette à soupe, etc., etc. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et le quotient,
évidemment, c'est un 1 moins 1. C'est le groupe à 2 éléments ici. Donc on a une belle présentation de SO3 qui est utile en topologie. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la fibration de Hopf. Regardez, SO3 agit pas transitivement sur I, évidemment, mais agit transitivement sur la sphère. Ça envoie n'importe quel point de la sphère. Vous pouvez toujours envoyer un point de la sphère sur un autre point de la sphère par rotation. Donc, l'action sur la sphère est transitive. Ça veut dire que je prends un élément. Qu'est-ce que je vais prendre comme élément particulier, comme un élément de forme normale sur S2? Je vais prendre I. I, il est de norme 1, on l'a dit, et il est dans les imaginaires quaternioniques. Donc, il est dans S2, et donc, je vais regarder l'application qui a H dans S3 donne H.I, c'est-à-dire HI, H-1, qui, lui, est dans S2, et on a une surjection parce que SO3 agit transitivement sur S2. Donc voilà une bonne partie de la fibration de Hopf. Voilà. Maintenant, on va regarder le stabilisateur de I, finalement. Qu'est-ce que c'est le stabilisateur de I? Je vais prendre des éléments comme ceci, et je veux que ça stabilise I, comme ceci. Eh bien oui, ça stabilise I si ça commute, si lui, H, commute avec I. Donc je veux imposer ma condition de commuter avec I. Et commuter avec I, vous voyez bien que ça veut dire tout simplement, comme 1 commute avec I évidemment, ça veut dire simplement que U commute avec I. Mais commute avec I, vous voyez que quand vous écrivez U, vous le décomposez dans IJK, comme IJ est égal à moins JI, KI est égal à moins IK, etc., ça va vous donner directement que les composantes en J et en K sont nulles. Et donc U est forcément simplement proportionnel à I. Bon, alors comme U est sur la sphère, ça veut dire que U est égal à plus ou moins I, et je peux écrire donc le stabilisateur de I, c'est cosinus θ plus ou moins sinus θi, mais le moins, bon, quitte à changer θ en moins θ, je peux écrire que le stabilisateur de I, c'est l'ensemble des cosinus θ plus I sinus θ. Et ça, vous voyez bien ce que c'est. Ça, c'est le bon vieux cercle. C'est le cercle, c'est le cercle S1 des complexes. C'est le cercle S1. Donc voilà pour ma fibration de Hopf. Regardez, on a une application continue. Ah oui, elle est continue. De S3 sur S2. Et ici, le stabilisateur, c'est S1. Il y a un théorème qui nous dit que c'est une fibration. Bon, on n'insistera pas là-dessus. On va avoir un espace quotient S3 quotienté par S1 qui va être comme ceci en bijection, mais mieux que bijection, on précisera plus tard, avec S2. Donc pour l'instant, c'est une espèce de bijection. On a un homéomorphisme ici. On sait qu'avec la continuité, la compacité, ça nous donne ici un homéomorphisme de là vers là. Alors maintenant, ce que je propose, c'est de regarder cette fibration de Hopf, que l'on va observer, mais en lien avec ce chapitre 7 et 8 de Dimension, de ces magnifiques vidéos avec une magnifique musique, etc. C'est très joli, mais de le regarder encore en faisant quelques petits calculs pour comprendre un petit peu ce qu'on voit. Alors qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que S3, qui est un groupe, agit sur S2, qui n'en est pas un. Et le stabilisateur d'un élément, on a choisi I, l'élément de S2, eh bien, le stabilisateur pour cette action, eh bien, c'était S1. Donc on a S3 quotienté par S1 et homéomorphe. Bon, on n'a pas démontré l'homéomorphisme, mais c'est un théorème général dans le cas compact, il n'y a pas de problème, à S2. Bien, alors, ça veut dire quoi? Ça, on a un espace quotient, ici, on a un espace tout court, et finalement, l'idée de Hopf,
c'est de voir, de comprendre la sphère S3, finalement, à partir de S2 et S1. Mais attention, ceci qu'on appelle une fibration, eh bien, ce n'est pas une fibration triviale, c'est-à-dire qu'a priori, il y a des tas de raisons pour lesquelles S2 croix S1 n'est pas homéomorphe à S3. Entre autres, le pi1. Le pi1 ici de S3 est nul, alors que le pi1 de S2 croix S1, ce serait Z. Ce serait le pi1 de S2 croix le pi1 de S1, bon, ce serait Z. Bon. Donc ce serait pas possible. Bon, oubliez si vous connaissez pas ces histoires-là. Mais en gros, on ne peut pas dire que S3 est homéomorphe à S2 croix S1. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on a un point de S2, eh bien on a une classe modulo S1. C'est-à-dire, comme on a montré la surjectivité tout à l'heure, eh bien ici, dès qu'on a un U dans S2, donc un vecteur unitaire de S2, ici on va avoir un HU et la classe entière qui va venir, c'est-à-dire HU S1, qui est le stabilisateur. Alors je l'appelle S1 indice I, pour dire que c'est S1, mais c'est le stabilisateur de I. Donc c'est le cercle qui correspond au stabilisateur de I, que l'on a vu tout à l'heure. Bien. Alors maintenant, ça, est-ce que c'est un cercle? Ben oui, ça c'est un cercle, parce que quand on multiplie à gauche par HU, HU, il appartient bien sûr à S3, eh bien, il y a conservation de la norme, parce que la norme étant multiplicative, c'est ce qu'on a vu au départ, hein, on est quand même dans les quaternions, faut pas l'oublier, la norme étant multiplicative, eh bien, comme lui, sa norme c'est 1, on garde la norme 1, donc on a encore un cercle. Ça c'est intéressant. Et donc, on a cette classe qui est un S1, que je vais appeler S1 indice U, c'est-à-dire le cercle pour I, mais qui a été translaté. Bien. Alors ça, c'est important, et c'est finalement ce qu'on peut appeler ici un fibré en cercle. C'est-à-dire que ici, on fait varier U sur la sphère, qu'on connaît bien, on en a tenu dans les mains, qui n'a pas eu un ballon de foot entre les mains quand même, et ici, à chaque point de la sphère, on va avoir un cercle, et c'est en faisant varier tous les points ici, qu'on va obtenir des cercles qui sont 2 à 2 disjoints, et qui vont recouvrir la sphère S3. Voilà. Alors maintenant, le jeu est de voir comment ces cercles évoluent, ces cercles-là, évoluent en fonction de U. Alors, ce que je vais faire, c'est, donc vous avez la sphère S2 qui est ici, bon, j'ai mis I, J, K comme ceci, donc c'est une base orthonormée directe, hein, voilà, I, J et K, et ici, je vais regarder les points de l'équateur, ici, c'est-à-dire de l'intersection du plan engendré par J et K avec la sphère. Donc c'est cet équateur qui est en rouge. Je veux regarder, donc cet équateur il est là, je veux regarder tous les cercles qui sont là ici, la réunion de tous ces cercles. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais regarder H, donc un élément de S3, d'accord? Et je vais regarder son image ici, c'est HI, H-1 ou HI, H bar, très bien. Et étant donné que je veux que ce soit dans le plan engendré par J et K, je n'ai qu'à annuler le terme en I. Donc je vais regarder le terme en I de HI, H bar, et c'est facile à calculer, d'accord? Parce que, bon, vous avez ici en I, attention, il y a un I ici, donc vous allez avoir X, I, X, donc vous allez avoir X carré, YI moins YI, donc ça va faire, et fois I, donc vous allez avoir plus I, hein, ça va faire Y2. Maintenant, on va regarder le terme en J, K fois I, alors K fois I, ça fait J, J fois K,
ça fait I, donc on a un moins, donc ça va être moins T2. Et de la même manière, on a moins Z2. Donc voilà le terme en I, c'est lui que j'annule pour être dans le plan engendré par J et K. Et alors évidemment que le terme constant, le terme réel, il est nul là-dedans. Ça c'est vendu avec. C'est parce que justement on agit sur S2. On a vu qu'on agissait que S3 agissait sur I. Donc ça c'est même pas la peine de le calculer. Ici on a toujours x2 plus y2 plus z2 plus t2 égale 1, puisque on est parti d'un élément de S3. Donc ça, en faisant la somme et la différence, ça nous fait que x2 plus y2 égale z2 plus t2 égale 1,5. C'est-à-dire qu'on a le produit de deux cercles. D'accord? Donc en fait, ce cercle S1, là ici, qui est là, quand on le relève, c'est exactement le produit de S1 croix S1. C'est-à-dire que ici, on a un fibré qui est trivial. Vous voyez, ici, l'objet qu'on a ici, oui, quotienté par S1, ça fait S1, mais il est homomorphe, on peut passer en quelque sorte le S1 de l'autre côté, il est homomorphe à S1 croix S1. Bon. Eh bien oui, S1 croix S1, eh bien c'est le fameux tore qu'on voit dans la vidéo dimension. Alors comment on va le paramétrer? Ce tore, on va le paramétrer par, c'est ici on paramètre par θ, avec le rayon, bien sûr, racine de 2 sur 2, cosinus θ, sinus θ, et ce cercle-là, cosinus phi, sinus phi. Voilà la paramétrisation de ce tore-là. Avec θ et phi parcourant 0,2 pi si vous voulez. Alors maintenant, on veut plus précisément savoir ce qui se passe pour U égale J, c'est-à-dire quel est l'ensemble des éléments qui envoient I sur J dans S3, qui va pas être un groupe, mais ça va être une classe, ça va être la classe HJ, ici SI1. Alors, bon, on le voit, vous voyez, ici, il faut envoyer I sur J. Donc c'est la rotation par rapport à l'axe engendré par K et orienté par K, et d'angle pi sur 2. Donc on a vu que tout à l'heure que cette rotation était atteinte. Il faut que je mette U ici, et il faut que je mette la moitié de l'angle ici. Donc cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4, K. C'est ça, cette rotation. Donc c'est elle qui correspond à cette rotation. C'est pas une égalité, évidemment. Donc, SJ1, d'accord, selon la définition qui est ici, c'est racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus K, fois SI1, évidemment, puisque là j'ai eu un représentant, j'ai trouvé un représentant, mais j'ai toute la classe maintenant, ici. Donc, je fais le calcul, c'est pas difficile de faire le calcul, SI1 c'est cosinus θ plus I sinus θ, là c'est ceci, donc quand on va multiplier, on va obtenir ça. C'est-à-dire, regardez, racine de 2 sur 2, cosinus θ plus I sinus θ plus J sinus θ plus K cosinus θ, c'est exactement l'intersection du tore avec le plan X égale T et Y égale Z, puisque X égale T, Y égale Z et réciproquement. Donc, on a une intersection, d'accord, on a un cercle, parce qu'on est sûr qu'on a un cercle, puisque ici on avait dit que ça c'était des cercles, puisque on est parti d'un cercle et on multiplie. Donc on a un cercle qui va tourner autour du tore, donc vous avez le tore, vous avez θ qui tourne comme ça, d'accord, et puis vous avez phi qui tourne comme ça, lui. Voilà. Donc ici, θ et phi sont reliés. Si vous regardez, θ en fait est égal à pi sur 2 moins phi, si vous regardez bien par rapport à ça. Bon, il y a un décalage, mais on va avoir, en quelque sorte, un cercle qui va tourner à la fois autour des méridiens, on va appeler ça, du tore, et du parallèle du tore. Voilà. Et qui va correspondre à une intersection
de plan, il n'est pas clair qu'un plan intersecté avec un tore, ça va être un cercle. A priori, c'est un cercle dans 3 conditions. Si vous coupez par un plan méridien, là vous allez avoir des cercles comme des tranches de saucisses sèches ardéchoises. Soit vous coupez parallèlement, vous prenez des parallèles, d'accord? Ok, donc vous coupez comme si vous coupiez un bagel pour vous faire un sandwich, d'accord? Comme ça. Mais là, c'est encore une autre façon. Et là, c'est ce qu'on appelle les cercles de Villarceau, d'accord? Et qu'on voit dans la vidéo et qui sont magnifiques. Parce que eux, autant quand vous coupez comme ça ou comme ça, vous avez des cercles qui sont, bah, évidemment, ils sont tous disjoints, mais ils sont pas enchaînés comme ceci. Alors que les cercles de Villarceau, ils sont tous enchaînés. Ça, c'est extraordinaire. Et ce qui fait une grande partie du charme de cette vidéo. Je parlais de la vidéo Dimension, mais celle-ci ne manque pas de charme non plus. Voilà, c'est ce que je voulais raconter. Après, vous pouvez regarder les coordonnées de Hopf, c'est assez sympa. Si on avait voulu d'autres cercles parallèles, hein, ici, il aurait fallu des cosinus θ, cosinus phi. Ici, on a pi sur 4, hein, d'accord. Et si on avait voulu une parallèle pour ici, pour un angle par rapport à i égale à phi, il aurait fallu remplacer ça par un cosinus phi sur, on va dire θ, phi, alpha, cosinus alpha sur 2, ici. Hein. Et on serait tombé sur ce qu'on appelle les coordonnées de Hopf. C'est sympa aussi. Voilà, je vous ai raconté à peu près toutes les histoires. Maintenant, je vous conseille de regarder, voilà, c'est les moments magiques, le moment de Noël, regardez Dimension.